Bonjour et bienvenue au troisième et dernier webinaire Exoptober 2020. Exoptober est un challenge de facilitation graphique au service de l'excellence opérationnelle. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire de clôture. Et oui, fin de mission pour Exoptober 2020. Merci pour votre présence. Nous sommes ensemble pour 1 heure et comptons sur votre participation active. Alors, petit rappel des règles de vie du webinaire. Gardez bien vos caméras et micros coupés pendant tout le webinaire. Posez vos questions dès maintenant dans le fil de conversation. Aujourd'hui, on n'a pas de séquence prévue en fin de webinaire pour les questions-réponses. On va prendre les questions au fil de l'eau, notamment pendant les 2 interviews que nous aurons aujourd'hui. Et on répondra en priorité aux questions les plus likées. Donc, c'est le petit cœur pour liker les questions. Le webinaire est enregistré. Nous vous enverrons les liens et les supports du webinaire. Donc, pas de capture d'écran, c'est pas la peine. On vous enverra tout ça. Enfin, avez-vous posté en commentaire de notre post LinkedIn votre dessin le plus lean possible, imageant le challenge Exoptober 2020? Si ce n'est pas le cas, à vos crayons. Et puis, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez encore le faire soit dans le fil de conversation au moment de cette séquence du webinaire, ou sinon sur LinkedIn en temps réel. Alors, une rapide présentation de la team Exoptober. Tout d'abord, Laurent Létang. Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Laurent, il est black belt, il est facilitateur graphique. Il a embarqué à bord de la 2e saison d'Exoptober et il a transcendé le challenge avec ses planches quotidiennes. Vous pouvez aller sur son blog Les Joyeux Gribouilleurs pour découvrir son univers. Et ensuite, Alice, l'anglais, black belt et coach, et surtout la créatrice du concept Exoptober. Vous pouvez la retrouver sur LinkedIn avec des créations plus personnelles, un bestiaire illustrant des situations de coaching dans le milieu professionnel. Et nous avons Marie-Laure Durand. Donc, au-delà d'être notre responsable communication et d'organiser tous les événementiels, elle est manager excellence opérationnelle. Marie-Laure, pour Exoptober 2020, elle est également à la manœuvre sur les webinars et elle a fait le plus grand benchmark international d'excellence opérationnelle. Elle est allée jusqu'en Inde pour nous dénicher les meilleurs témoins dans le domaine du lean. Voilà. Merci Alice. Alors, nous n'allons pas couper à la tradition de l'icebreaker. Au début du challenge, votre niveau était petite section de maternelle ou fin de 3e. À mi-parcours, tout était OK pour vous. Enfin, il y avait quand même certaines personnes qui envisageaient de s'acheter un poignet. Et donc aujourd'hui, même principe, une question simple, 4 propositions et un seul choix possible. Laurent nous a préparé un Google Forms illustré. Je lui laisse la parole. Donc, comme le webinaire précédent, je vous propose de répondre à ces questions-là. Donc, où en êtes-vous avec le dessin? Soit vous ne touchez plus jamais un crayon de votre vie, soit ça y est, vous rêvez en facilitation graphique. Vous avez peut-être déjà explosé votre budget feutre, ou alors vous pensez que c'est vous Picasso. Je vous mets le lien dans le fil de conversation, donc vous n'avez plus qu'à cliquer. Hop, tac. C'est envoyé et je vais vous montrer de mon côté les résultats en temps réel. C'est parti, vous pouvez y aller pour répondre. Quel suspense! Quel suspense intenable, n'est-ce pas? Hop, donc on va voir. Voilà, normalement, vous pouvez voir en direct les réponses qui s'affichent. Et donc, il y a pas mal de rêves en facilitation graphique. C'est pas mal. Il y a quand même quelques-uns qui ne veulent plus toucher un crayon de leur vie. Ça, c'est dommage. C'était Ou sont peut-être passés au feutre, on ne sait pas. Ou à la tablette. Ok, on prend une petite minute de plus. Et puis ensuite, il y a quand même 3 Picasso dans le groupe. Super. Ok. Moi, je crois quand même que notre but est atteint. Si vous rêvez en facilitation graphique, c'est quand même la majorité des gens. Ça, c'est super. Et bravo au Picasso. Vraiment, bravo. Mais je crois que c'est l'heure du programme. Alice, notre audience est impatiente de savoir ce qu'il attend pour le reste du webinaire.
Et oui, Marie-Laure, nous avons un programme très chargé aujourd'hui. Nous allons parler tout d'abord de maturité d'intelligence collective. Ça, c'est un vaste sujet. Alors, on a un témoin pour nous accompagner, c'est Julien Laure. Souvenez-vous, c'est lui qui avait explicité le mot pouce-décision le 22 octobre dernier. Ensuite, nous verrons avec Laurent comment atteindre l'excellence opérationnelle quand on anime un atelier avec la facilitation graphique. Et puis, on parlera avec Bertrand Abosi des visuels au service du collectif. Je ne vous en dis pas plus, là, il y a un petit peu de mystère. Voilà, alors Laurent nous fera un petit résumé en images qu'on vous partagera à ce moment-là. Et puis, ce sera l'heure de faire la fête. On fera le bilan d'Exoctober 2020 pour célébrer ensemble la fin du challenge. Et puis, vos représentations, bien sûr, j'espère qu'elles seront festives puisqu'il y a eu un petit message ce matin. Voilà, sur LinkedIn. Alors, bien évidemment, notre ADN, c'est l'excellence opérationnelle. Nous n'y couperons pas. On passera 3 minutes pour faire le point sur ce webinaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, le débrief? Et puis, on n'a pas envie de s'arrêter là. On a pris beaucoup de plaisir avec vous et vous nous l'avez montré que vous aussi. Donc, nous réfléchirons ensemble à comment continuer l'aventure, si ça vous tente, bien évidemment. Merci Alice, un beau programme en perspective. Mais tout de suite, parlons maturité et intelligence collective avec notre premier invité. Julien, si vous êtes là, j'ai vu que vous étiez là, vous pouvez mettre votre caméra. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors moi, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. J'espère que les autres participants vous voient. J'ai ma caméra. Je trouve que ma photo est plus sympa là. En tout cas, moi, je vois Julien. Ça y est, je vous vois, Julien. Très bien. Mais écoutez, voilà, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous nous avez accueillis dans vos locaux en début 2018 pour un benchmark passionnant. Et cela nous a donné envie de poursuivre avec vous pour Exoctober. D'où votre présence aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter et présenter Théodo, puis ensuite j'aurai quelques petites questions pour vous. D'accord, je vais faire vite sur Théodo. Nous, on est une boîte de 350 personnes dont le job, c'est de construire des applications pour divers clients. Donc, en fait, on est surtout une boîte de tech. Il faut imaginer qu'on a 80% d'ingé qui code dans la boîte. Et j'ai 3 exemples peut-être de clients pour vous illustrer ce qu'on fait. Un exemple pour la BPI. Donc, on a été chargé de construire la plateforme de PGE, donc de prêt garanti par l'État, qui a été sortie juste après la première période de confinement. Donc, c'est une application qu'on a dû faire en 5 jours et qui gère grosso modo 500 000 demandes par heure. Donc, c'est des challenges qui sont technologiques et des challenges de, en fait, beaucoup d'organisationnel et de comment l'entreprise Théodo est capable de générer ça rapidement. Un autre exemple, on bosse pour un de nos clients pour lequel on travaille un algorithme de reconnaissance d'image qui est capable de scanner des plateaux repas dans des lieux de restauration et automatiquement de calculer des prix en fonction des produits qui lui sont présentés et de gérer la facturation. Donc ça demande pas mal d'intelligence métier et de calibrer des algorithmes un petit peu complexes pour que l'expérience soit réussie. Et peut-être un dernier exemple, on travaille sur une application qui aide les médecins à suivre les plaies de patients. Donc, un des challenges des patients, c'est les délais de cicatrisation sur certains types de maladies. Et donc, en fait, on a développé une application qui, en fonction, chaque jour, le patient en fait s'auto-diagnostique et envoie la photo via l'application à un médecin qui est capable de faire un diagnostic et un algorithme qui est capable de dire s'il faut qu'il aille à l'hôpital ou pas. Donc, ça, c'est les types d'exemples qu'on fait dans la boîte. Très bien, merci. Alors, ce que j'ai oublié de repréciser, surtout, c'est que vous pouvez poser vos questions à Julien. Il n'y a pas que moi qui vais poser des questions à Julien. Bien au contraire, si vous en avez, n'hésitez pas dans le fil de conversation et on y répondra au fil de l'eau ou en fin de conversation avec Julien. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà une première question, Julien. Si vous pouviez déjà rapidement revenir sur votre vision du mot pouce-décision et du rôle majeur qui joue chez Théodo, parce qu'il a vraiment un rôle très important chez vous. Alors, pour nous, comment on voit les choses, c'est que, en fait, la situation idéale, c'est que le pouce-décision, c'est un rôle qui est pas physique dans une réunion. C'est-à-dire que nous, tout se joue à l'avance. Donc, tout est préparé pour que pendant la réunion, en fait, l'ensemble des décisions puissent être prises dans un délai de 45 minutes.
Donc, on a mis en place un système où la réunion dure 45 minutes. On reçoit l'ordre du jour et la présentation 48 heures à l'avance. Et dans notre culture, on a quelque chose qui s'appelle être tac-tac dans nos valeurs, en fait, qui est de dire il faut être clair et concis plutôt que de laisser à l'autre l'effort de comprendre. Ça veut dire que l'effort de clarté, il est inscrit vraiment dans notre ADN, qui fait que pendant la réunion, chacun est dans cette thématique-là et on est capable de prendre des décisions en permanence. C'est-à-dire que les décisions ne reposent pas sur une personne, mais elles reposent sur l'ensemble de l'équipe. Ok. J'avais une autre question, puisqu'on est là aussi pour parler de maturité et de l'intelligence collective. Je crois que vous avez un système pour évaluer la maturité chez Théodo, la maturité d'équipe. Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez parlé d'un livre. Donc, si vous pouviez revenir sur tout ça. En fait, on a un bouquin qui est fondateur dans notre histoire qu'on a lu en fait en 2012, on était 10. Et c'est un livre qui s'appelle Les 5 Dysfunctions of a Team de Patrick Lencioni. Et c'est un livre qui en fait permet d'avoir une théorie de comment une équipe fonctionne bien. C'est en 5 différents paliers. Ça commence par la confiance. Une première étape, s'il n'y a pas de confiance, ça marche pas. On crée de la confiance par la vulnérabilité. Et en fait, on sent confiance quand on est capable d'être vulnérable et au fait que les personnes autour de nous vont pas utiliser cette vulnérabilité contre nous, avec l'information qu'ils ont contre nous. Ensuite, il y a l'idée de challenge. Comment faire en sorte que les personnes se challenge, arrivent à se dire les choses dans des situations qui sont peut-être inconfortables. Ensuite, il y a une idée de commitment. Donc, quand on prend une action, on est capable de se committer sur une date et de dire en fait ce livre-là, je vais le faire à tel moment et à telle date. Ensuite, il y a l'idée d'accountability au sens, souvent dans les équipes, les gens arrivent à se committer, ok, je vais le faire pour demain. En revanche, quand demain arrive, il y a assez peu d'équipes qui ont la force de dire est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as bien fait, est-ce que tu peux montrer pourquoi tu l'as pas fait, etc. D'avoir ces échanges en fait. Et le dernier étage, c'est l'objectif, c'est en fait de visualiser l'objectif de manière très régulière. Donc nous, on évalue toujours les équipes sur ces 5 dimensions. Peut-être un exemple concret. Il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, on a fait une réunion de mon équipe de direction. Il y avait une personne qui est en charge des people qui s'est engagée à produire un document sur la rétention pour le jeudi à midi. Il l'a pas fait. Et du coup, quelqu'un dans l'équipe a dit ok, Damien, tu devais faire le document stratégique sur la rétention. Tu ne l'as pas envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est un bon exemple de accountability. En revanche, ça aurait été meilleur s'il avait fait le jeudi même. Si on avait fait le challenge le jeudi même. Okay. Alors, on a eu dans le fil des petites questions sur le livre, mais merci à Alice et à Faustine qui ont répondu. Ça, ouais. On avait aussi une petite remarque. Clarté et précision et tac-tac comme valeur, c'est intéressant. Ouais, apparemment, c'est bien écrit dans le langage Théodo. Ouais. Ça s'écrit pas comme ça, effectivement. C'est tac-tac. Voilà. Ok. Oui, c'est ça. Et la maturité et l'intelligence collective dans votre collectif, comment ça se passe? Alors, moi, je sais déjà que vous utilisez les outils du Lean, mais pas que. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet, puisque voilà, on est comment dire, Exoptober, c'est aussi avant tout du Lean. En fait, moi, je suis une boîte où j'ai pas d'assets technologiques ou industriels. C'est-à-dire que j'ai pas d'objets physiques qui font que ma boîte a une valeur particulière en termes d'assets. Donc moi, toute ma stratégie et toute ma vision et mon énergie, je la donne sur les gens. Donc en fait, toute mon énergie, tout ce que je fais tous les jours, c'est pour faire développer les taux d'or. C'est le fondement de notre culture. C'est-à-dire que ce soit en recrutement ou day-to-day ou quand les gens partent, on est concentré pour les faire progresser en permanence. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit par la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une culture chez nous qui est que dès qu'on rencontre un problème, on fait une résolution de problème. Mais vraiment, c'est à pousser à un niveau très élevé. Par exemple, si vous voyez quelqu'un que vous managez arrive régulièrement en retard, on fait une résolution de problème de pourquoi il est en retard et on va vraiment creuser la raison pour laquelle il est en retard et ça peut être amené à l'aider à trouver des solutions pour qu'il se réveille le matin. C'est un vrai exemple que je vous donne là. Donc, dans cette idée de résolution de problème en permanence,
et dans un environnement où en fait on est safe au fait de montrer les problèmes. Parce qu'il y a plein de boîtes qui vont vous dire montrer les problèmes, mais si on se fait taper dessus parce qu'on a un problème, ça va pas le faire. Donc moi, je peux me retrouver dans une situation où le problème, ça peut être des centaines de milliers d'euros qui sont perdus et en jeu. C'est pas grave, c'est un problème et on l'adresse. Ensuite, on permet à tout le monde d'avoir un cadre dans lequel il peut faire de la R&D, enfin innover et avoir l'espace mental pour réfléchir. C'est-à-dire que il suffit pas de relever les problèmes, il faut aussi que moi, en tant que dirigeant, je laisse du temps pour que les gens puissent, les codeurs puissent innover sur des sujets. Et nous, on appelle ça le Kaizen. Bon, c'est un mot un peu barbare, mais là, l'exemple que je montre, c'est Jean-Luc qui est un tech de la boîte qui, grosso modo, s'est rendu compte qu'il développait des applications, mais quand il les mettait en production et que ces applications qu'il avait développées, où il y avait 10 utilisateurs passés à 1000, les applications étaient ralenties. Du coup, il avait du temps dédié pour réfléchir à une démarche de comment j'arrive à faire ça en scale. Donc, il a fait plusieurs semaines et plusieurs mois sur ce sujet-là. Il aboutit, là c'est très résumé, mais il aboutit sur une amélioration de la performance au niveau de tout Théodo. Et ça, je vous coupe, Julien, je me permets de vous couper juste parce que moi, je ne vois pas la présentation. Vous nous aviez d'ailleurs fourni un support que je ne vois pas à l'écran. Ah d'accord. Bah, parce que si les autres ne le voient pas, dites-moi. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas la main sur la presse. Donc, ouais, non, c'est Laurent qui a la presse. Donc, mais Laurent me semble diffuser. Alors moi, je la vois, pour une petite info. Et les autres participants me disent qu'ils voient également. Super, ok. Marie-Laure, vous êtes punis, j'ai l'impression. Ouais. Je ne vois que vous, Julien. Donc on va continuer comme ça. Mais c'est pas mal, quand même. Et du coup, la dernière chose, c'est que, en fait, ensuite, l'idée, c'est de partager les apprentissages. Nous, on est très concentrés sur un outil qui s'appelle Notion, qui nous permet en fait d'avoir une architecture où on a emmagasiné tout un tas de connaissances qui est disponible pour toute l'entreprise en permanence. Et c'est pas des processus ou des process qui abrutisent les gens, mais des standards. C'est-à-dire que au lieu de dire voilà, bon, si tu veux faire un rendez-vous commercial, la procédure N.7.3 c'est celle-ci, c'est pas ça. C'est toute la connaissance qu'on a acquise d'un rendez-vous commercial, c'est 3 points. C'est bien écouter, c'est arriver à restituer et faire passer un bon moment. C'est ça un standard chez Théodo. Ensuite, à l'intérieur de ça, les équipes vont fonctionner avec leur qualité et leur manière de faire. Ensuite, on diffuse cette connaissance en permanence dans ce qu'on appelle Coffee Kaizen, qui sont des personnes, là on voit Jean-Luc, qui, quand ils ont travaillé son apprentissage, eh bien, ils le partagent aux autres. Et du coup, ça diffuse aussi cette idée que le Kaizen, la résolution de problème, c'est un moment qui est cool et sympa. Et le dernier point, c'est que je peux donner, c'est les guildes. Donc, chaque personne a la possibilité de monter une guilde. Une guilde, c'est quoi? C'est un domaine d'activité dans lequel on est passionné. Donc, si je suis passionné du Green IT, qui est un vrai sujet chez nous parce que la tech pollue, eh ben, je monte une guilde sur le Green IT, on lui laisse du temps par rapport à ça et les gens se réunissent et discutent de ce sujet-là. Et ça crée en fait une adhérence sur un sujet qui peut-être va amener à du business, mais pas forcément. Donc là, on voit vraiment là c'est la guilde du Green IT. C'est pour ça que j'ai dit que c'était Green IT sur la photo. Alors Julien, on avait aussi d'autres questions. Il y a Mathias qui nous demandait, et plusieurs personnes d'ailleurs ont liké, vous évaluez les équipes sur les 5 dimensions. Donc là, on revient sur la question sur la maturité et le livre de Patrick Lencioni. Comment procédez-vous pour cette évaluation? Avez-vous un support? Alors, en fait, on n'a pas un support. On a en fait un standard qui dit, voilà, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qui est capable de se faire confiance, de rentrer en conflit, de faire du commitment, de la accountability et qui focus sur le résultat. Et ensuite, les équipes, par rapport à ce standard, qui est tout petit en fait, s'auto-évaluent elles-mêmes. Du coup, en fait, les discussions comme manager avec les équipes, c'est plutôt, tiens, il se passe une situation dans mon équipe et je suis capable de dire, pour l'instant, on est au niveau trust. On a un problème de trust. Alors, on a beaucoup de questions, Marie-Laure. Ouais, on va en prendre une ou deux, puis oui, parce que normalement, normalement, on a dépassé le temps. Alors, juste, Laurent Broyer nous demande, est-ce que les guildes peuvent être sur des sujets perso, genre sur la photo, la course à pied? C'est pas le cas. Non, c'est vraiment un sujet lié à leur activité de travail. Ok. Et une dernière vraiment, chez Théodo, lance-t-on un Kaizen toujours si un besoin émerge ou laissez-vous un temps dédié afin que chaque collaborateur réfléchisse à améliorer ses process en petite équipe? Alors en fait, chaque personne dans la boîte a un Kaizen. Ouais. Mais tout le monde a un Kaizen, même moi.
Super. Ok. Ce que je vous propose, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense que Julien était ok sur le principe d'y répondre, soit en message privé ou soit par un petit mail, ou prendre contact avec lui. Je crois que vous étiez ok sur ce principe, hein, Julien. Oui, avec plaisir, n'hésitez pas. Ouais. Ok. Bon, écoutez, merci beaucoup, Julien. C'est vrai que le webinaire est dense, donc on va passer à la séquence suivante. Vous restez avec nous, évidemment. Merci beaucoup, et vous pouvez redébrancher votre caméra si vous pouvez. Merci. Alors, je crois que c'est le moment d'upgrader en facilitation graphique. Laurent vous avez déjà montré comment dessiner des formes simples, des émotions de base, comment réaliser une planche de facilitation graphique, et je vous laisse voir avec lui pour le programme d'aujourd'hui. Oui, alors en fait aujourd'hui, de façon assez simple, moi je me suis rendu compte quand j'étais consultant en excellence opérationnelle que la facilitation graphique c'était hyper utile pour préparer un atelier et pour l'animer. Donc ce que je vous propose, c'est ni plus ni moins qu'une méthode pas à pas pour préparer vos ateliers. Alors ça peut être des ateliers excellence opérationnelle, ça peut être des groupes de travail, ça peut être des réunions. Mais en tout cas, vous avez comme ça un petit canevas avec aussi des modèles visuels qui vous permettront ensuite de présenter à votre groupe de travail le déroulé de votre atelier, qu'est-ce qu'on va y faire, etc. Donc au final, un petit peu comme une planche, l'idée c'est qu'un atelier, ça se conçoit en partant de la fin. Donc vous allez d'abord vous poser la question de quel est votre livrable physique à la fin de votre atelier. Et ensuite, vous allez remonter pour identifier les étapes par lesquelles votre groupe de travail doit passer pour produire ce livrable dans le temps imparti. Et donc au final, vous avez le sens de l'atelier tel que vécu par les participants qui part du début jusqu'au livrable final. Et en fait, vous le construisez vraiment à l'envers. Le petit template, c'est un canevas que je vous propose pour construire votre atelier. Il ressemble tout simplement à ça. Vous allez marquer c'est quoi l'objectif de votre atelier. Et ensuite, c'est quoi le livrable physique. Donc dans physique, c'est vraiment important que ce soit quelque chose de tangible, qu'on puisse toucher. Par exemple, si votre objectif, c'est de prendre une décision, votre livrable physique, ça peut être tout simplement à la fin de votre atelier, il y a un papier avec l'ensemble des décisions qui ont été prises et la signature de tous les participants pour montrer que ça a bien été validé. Vous allez aussi, du coup, une fois que vous avez ça, vous pouvez décrire quelles sont les macro-étapes de votre atelier par lesquelles vous devez passer pour produire ce livrable. Puis pour chacune des macro-étapes, en fait, quel est le micro-détail, en fait, qui va vous permettre de faire vivre cette macro-étape. Vous allez aussi réfléchir au timing et ensuite aux participants. Qui va faire quoi, qui anime. On peut avoir aussi qui est le timekeeper, etc. Et est-ce qu'on fait des groupes de participants pour faire avancer des sous-groupes pendant l'atelier. Donc tout ça, c'est à réfléchir. Et si vous avez ça en tête, eh bien cette disposition, elle vous aide à préparer vos ateliers parce que vous allez vous poser toutes les questions qui comptent, mais elle peut vous servir aussi pour produire un support utilisable pour votre animation, puisqu'il vous suffit tout simplement de transformer ça en quelque chose comme ça. D'accord, l'objectif, ça devient la Lune. Le livrable physique, c'est la fusée. Ensuite, vous avez ici le chemin avec les temps qui vous permettent de construire votre livrable. Et ici, vous pouvez rajouter du détail et les participants, comment est-ce qu'on s'organise, qui va faire quoi. Et donc, le fait de travailler avec un visuel comme ça vous permet d'une part d'avoir un canevas qui vous permet de ne rien oublier et d'être efficace dans la préparation de votre atelier. Mais ça vous permet aussi de le présenter vraiment de façon engageante et visuel à vos participants. Et là, en fait, tout le monde comprend, voilà le chemin par lequel on passe pour produire quoi, dans quel but, et qu'est-ce qu'on va faire, qu'on va s'y retrouver. Merci Laurent. Nos prochains ateliers vont être au top. Mais je crois que tu as encore quelque chose à partager avec nous. Ce n'est pas Noël, mais ça y ressemble. Voilà, effectivement, l'idée, donc, c'était ici un exemple de visuel pour préparer vos ateliers. Et donc, comme dans les précédents webinaires, vous avez un petit cahier d'exercices avec un autre visuel même, plus un pas à pas pour vraiment préparer votre atelier. Et on vous enverra aussi à l'issue du webinaire 3 planches qui reprennent les concepts d'Exoctober sur les différentes thématiques, donc de la stabilité, de la résolution de problèmes et de l'intelligence collective. Donc ça vous donnera aussi bien des exemples de planches si jamais vous voulez être inspiré pour faire vos planches de facilitation graphique, mais ça vous donnera aussi des petits récapitulatifs des concepts qu'on a abordés tout au long du défi. Voilà du coup pour ces petits cadeaux. Merci beaucoup Laurent. Je crois qu'il ne te manque plus que la barbe du Père Noël. Mais à présent, on va passer
à notre deuxième interview. On va poursuivre donc sur le thème de la maturité et de l'intelligence collective avec notre second invité, Bertrand Abosi. Bertrand, vous pouvez mettre votre caméra. Je sais que vous êtes là. Je vous ai vu entrer et je vous ai vu dans le fil de conversation. Oui, je suis là en effet. Je suis là, je vous entends. Super. Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir accepté cette invitation. Écoutez, on voit derrière vous un magnifique mur. Je vais vous laisser vous présenter, mais juste avant quand même, vous êtes le créateur des unigrammes. Vous allez nous en dire plus. À première vue, ça ressemble à des pictos, mais ce n'en est pas. C'est un peu comme le Canada Dry, mais bon, voilà. Vous allez nous en parler dans 2 minutes. Je vous laisse vous présenter d'abord, peut-être quand même. Et après, j'ai quelques petites questions pour vous et j'espère que nos auditeurs en auront aussi. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir invité. Donc, mon nom est Bertrand Abosi, je travaille pour Saint-Gobain. Saint-Gobain, je pense que vous devez au moins en avoir entendu parler. Donc, Saint-Gobain, c'est quand même un gros bousin. Hein. C'est 180 000 personnes, 70 pays, énormément d'activités, de business différents. Et aujourd'hui, c'est un peu étrange, ce titre que j'ai, qui est partage de connaissances et cohésion, qui consiste à créer du lien entre les différentes parties de Saint-Gobain et à favoriser l'émergence d'une vision commune dans un ensemble aussi divers et aussi international que Saint-Gobain. Alors, si vous êtes là, c'est effectivement pour parler du visuel au service du collectif et notamment des unigrammes. Donc, ce qui nous intéresse là tout de suite, c'est de savoir quelle est la genèse des unigrammes. Quelle est leur fonction et leur utilité au sein de Saint-Gobain. Alors, puisqu'on parle de genèse, avant les unigrammes, il y avait ce qu'on appelait les Weberogrammes. Parce que c'est quelque chose qu'on a lancé il y a maintenant une quinzaine d'années dans un de ces fameuses activités de Saint-Gobain qui s'appelle Weber. Pour les plus anciens, ça s'appelait même autrefois Weber et Broutin, et qui fabrique des mortiers industriels, qui sont des matériaux de construction. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, le développement de cette société, et d'ailleurs c'est très amusant parce qu'il y a beaucoup de choses en commun avec ce qui nous a été dit sur Théodo, le développement de cette société se faisait beaucoup par croissance externe et expansion géographique. Quand on a lancé ça, on devait avoir une quinzaine de pays, là où aujourd'hui il y en a presque 70, et tout ça s'est passé quand même extrêmement vite. Et forcément, quand on a ce genre de situation, la problématique majeure, c'est comment fabriquer de l'unité, comment fédérer, comment fabriquer du lien, alors qu'on a des gens qui sont de partout dans le monde et qui ne se connaissent pas, a priori, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont même pas d'ailleurs la même histoire d'entreprise, qui souvent n'avaient même pas la même marque. Donc comment est-ce qu'on fabrique quelque chose, comment est-ce qu'on unifie, ou plutôt comment est-ce qu'on fédère, qu'on fait converger? Et habituellement, les sociétés qui sont face à ce genre de défi choisissent la voie des processus. Nous aussi, Weber en tout cas, est un métier dont l'intensité capitalistique est très faible aussi, et dont ce sur quoi repose la différenciation est très immatérielle. C'est vraiment le comportement des gens, la capacité d'innovation, la capacité d'échange, etc. Donc on s'est dit, les processus c'est toujours très standardisant et c'est pas ce qu'il nous faut. Choisissons la culture. Et parmi les outils qu'on a développés dans cette direction, eh bien, on a eu les fameux unigrammes. Alors, donc à l'époque Weberogramme, mais maintenant qu'on a étendu ça à tout Saint-Gobain, ça s'appelle maintenant les unigrammes. Et alors, c'est quoi cette chose ? En fait, on s'est dit, quand on parle de culture, un des éléments de la culture, c'est ce que les gens partagent spontanément. Ça peut être des histoires en commun, ça peut être des références, ça peut être des noms des gens, des héros, ça peut être... Mais il y a beaucoup de ça dans la culture. Il y a aussi ce que les gens font ensemble, il y a aussi l'aspect très émotionnel des choses. Mais il y a un aspect un peu plus hard, un peu plus solide, qui est fait de toutes ces références que les gens ont en commun. Et
et on peut même, ce qu'on a utilisé comme façon de créer ces références, c'est ce que, d'une façon un peu savante, on peut appeler les apologues. Alors, c'est un mot en général que les gens ne connaissent pas, mais en France, tous les Français connaissent les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine sont typiquement des apologues, c'est-à-dire des histoires assez courtes, qui n'ont a priori rien à voir avec le monde de l'entreprise ou même la société ou la politique à l'époque, mais dont la morale, elle, peut servir justement en politique, en société, etc. Donc c'est ça, en fait, les unigrammes. C'est un grand détour pour vous dire ce que c'est que ces choses-là. Mais donc, tous Français, vous connaissez les fables de La Fontaine, et il y a une force extraordinaire avec ça. C'est que si je dis à quelqu'un que c'est une cigale, et qui n'a jamais entendu la fable de La Fontaine, il ne pourra pas deviner ce que je veux dire. En revanche, s'il a déjà connu cette fable de La Fontaine, il voit très bien ce que je veux dire. Et donc, c'est en ça que c'est un outil culturel, c'est-à-dire que ça crée de la connivence entre les gens. Puisque je comprends ce que tu me dis quand tu dis cigale, ça veut dire que d'une certaine manière, on est reliés. On a ça en commun. Alors Bertrand, on est très impatient justement, puisque là vous parlez des unigrammes en général, on est très impatient de plonger dans le vif du sujet. Et je crois que vous en avez sélectionné 2. Vous m'avez demandé. Voilà, ouais. Alors on en a même 3, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais oui, parce que on veut en savoir plus. Et puis en plus sur les 2, vous avez choisi un animal, donc on va être pile dans les fables de La Fontaine. Voilà. Alors, vous m'avez demandé de choisir, mais avant qu'on passe à celui-là, ce que j'aimerais dire, c'est que choisir, évidemment, c'est très compliqué là-dedans, parce qu'on en a une quarantaine, mais on pourrait en avoir encore plus. Et parce qu'on nous dit souvent, est-ce qu'il n'y en a pas trop, etc. Il faut concevoir ça comme un dictionnaire, en fait. C'est pour ça aussi qu'on a appelé ça unigramme ou d'abord Weberogramme. C'est un peu comme les idéogrammes chinois, où un Chinois du Nord et un Chinois du Sud, normalement, ne se comprennent pas dans la langue orale, sauf s'ils décident de parler tous les deux en mandarin, mais ils peuvent tout à fait lire la même chose. Et là, donc, c'est pareil, on a une espèce de dictionnaire de plein de concepts différents. Et comme dans un dictionnaire, il y a des mots d'usage courant et il y a des mots d'usage un peu plus spécialisés. Donc, comme vous m'avez demandé de choisir, je me suis dit, on va en prendre un assez courant, qui est vraiment rentré dans les mœurs, que beaucoup de gens utilisent, et puis un qui est un peu plus spécifique. Donc, celui qui est assez courant, c'est choisir, c'est renoncer. Quand vous regardez le dessin, vous voyez 3 arbres, et puis il a fallu en couper 2 pour aider celui du milieu à croître et même à prospérer puisqu'il a des fruits. C'est ce qu'en exploitation forestière on appelle le balivage. On est obligé de supprimer certains arbres pour permettre à d'autres de croître. Et ça, dans le monde de l'entreprise, tout le monde sait ça. C'est d'ailleurs une des difficultés majeures, c'est de se focaliser, c'est d'accepter qu'on n'a pas des ressources infinies, on n'a pas du temps, on n'a pas des personnes en quantité illimitée, et on est obligé de se focaliser sur ce qui a le plus de chances de réussir. Et ça, c'est important à rappeler, et ça, c'est vraiment rentré dans le vocabulaire commun. Alors, comme en plus c'est international, ils sont traduits, mais le choosing is giving up est devenu une espèce de phrase que tout le monde dit et qui permet de faire passer cette idée que, oui, malheureusement, on a tendance à oublier que choisir, c'est obligatoirement renoncer à quelque chose. Donc ça, c'en est un assez général, assez facile à comprendre. Et puis le second... Je crois que c'est votre chouchou. Hein. C'est mon chouchou parce que c'est mon petit dernier, en fait. Vous savez, c'est souvent comme ça dans les familles. C'est le petit ravisé. Et alors celui-là... Alors déjà, premièrement, vous remarquez qu'il est triangulaire. Le précédent était rectangulaire ou carré. Donc c'est exactement comme les signaux routiers. Ce qui est rectangulaire ou carré, ça donne une information. Ce qui est triangulaire, ça signale un danger. Et ce que vous voyez, c'est un poulpe. Alors un poulpe avec des lunettes, en train de lire un livre, peut-être 2 en même temps. C'est peut-être même une tablette ce qu'il a. Il est peut-être très, très sophistiqué, ce poulpe. Parce que je ne sais pas si vous savez que le poulpe est un animal très intelligent. Il y a plein d'études scientifiques qui ont démontré qu'ils étaient capables d'énormément d'apprentissage, de résoudre des problèmes physiques assez compliqués, mais même parfois d'ailleurs il y a des expériences un peu symboliques. On leur demande de reconnaître des symboles et ils y arrivent assez bien.
Et ce qu'on veut dire par là, c'est que, alors ce qui se passe, pardon, je finis mon histoire d'abord, mon apologue, mais bizarrement, le poulpe si intelligent n'est pas devenu le maître du monde ou le maître des océans. Et la raison de ça, c'est qu'après avoir pondu ses œufs, la mère poulpe reste auprès des œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent et elle meurt. Et ça veut dire qu'il n'y a aucune transmission de savoir d'une génération à l'autre chez le poulpe. Et ça, cet apologue, ça veut dire, nous, la conclusion qu'on en tire, c'est finalement quel est l'intérêt d'avoir qui sait énormément de choses, qui a une érudition folle, mais qui n'est pas capable de la partager. Et dans un métier comme le nôtre, on a dit, pour nous, c'est pas intéressant. On préfère à la limite avoir quelqu'un peut-être un peu moins érudit, mais qui est capable de travailler et d'échanger avec les autres, plutôt qu'un grand prix Nobel qui resterait coincé dans son bureau. Alors, chasser le poulpe, ça peut paraître un peu violent, hein. Ce que ça veut surtout dire, c'est que déjà, il vaut mieux éviter de recruter des gens qui auraient ce profil. Mais ça veut aussi dire qu'on peut tous avoir par certains moments une tendance à la poulpitude, si j'ose dire. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir tendance à cacher une information qu'on a réussi à obtenir en se disant qu'on pourrait s'en servir. Parfois, on trouve que c'est trop long d'expliquer et on ne le fait pas. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, et ça c'est aussi un des usages des unigrammes, c'est que c'est une façon pour les autres de dire gentiment les choses. C'est comme je disais, t'es une cigale, ben on peut dire à quelqu'un, là, tu fais un peu le poulpe. Et du coup, ça permet de passer un message sans réelle agressivité. Et voilà, c'est en ça que c'est un outil culturel. Et c'est en ça que ça répond à votre question du dessin au service de la culture. Alors le dessin pour nous, il était important parce que comme on est dans, je ne sais plus combien de pays, 67 je crois, les textes changent, mais le dessin est toujours le même. Donc c'est lui qui donne la stabilité et qui permet de créer cette unité. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit quand on a préparé cette interview, Bertrand. Le dessin arrive à la fin, en fait, hein. C'est d'abord bien la morale, l'histoire avec sa morale, l'apologue, qui est la base de votre démarche. Et ensuite, le dessin n'arrive qu'à la fin. Voilà. Un peu comme la facilitation graphique au service de l'excellence opérationnelle. Alors, on va regarder très rapidement si on a des questions, parce qu'on a déjà dépassé le temps, hein, je crois. Ma chère timekeeper Alice, en plus de... Oui, tout à fait. On a, le train a pris 5 minutes de retard. Alors, juste, on va prendre une question. Qui choisit les unigrammes? Et après, on promet, si on a un peu de temps en fin de webinaire ou après, que Bertrand vous réponde pour le reste des questions. Alors, choisir, si c'est dans l'usage quotidien, c'est comme vous choisissez vos propres mots. Donc, c'est plutôt qui décide et comment est-ce qu'on les produit, je pense, la question. En fait, il y a un processus, j'ai pas vraiment le temps de l'expliquer, mais c'est un processus assez puissant et assez lourd. C'est pas quelqu'un qui arrive un matin en disant j'ai une idée. Il faut que ça fasse émerger des choses profondes auxquelles on croit. Mais je suis sûr que le tac-tac de tout à l'heure là pourrait tout à fait donner lieu à un unigramme, par exemple. Il faudrait trouver quelle est la bonne métaphore qui dit ça, bien préciser quel est le message qu'on veut faire passer. Donc, et puis après, une fois qu'ils sont là, ils sont là, hein, et puis certains ne sont plus utilisés, ils vont mourir de leur belle mort comme les mots qui sont hors d'usage, mais voilà, c'est un processus de création. Ça n'est pas, et c'est en ça que c'est pas vraiment des pictos, ça demande quand même un processus pour les élaborer. Ok, alors je vais répondre à votre place à une question. Où peut-on trouver les apologues de ces unigrammes? On enverra le lien. Hein, on enverra le lien parce que vous me les aviez envoyés, Bertrand. C'est en libre service, on va dire. Alors, tout le monde y a accès. Ça, c'est super. Vous partagez. Vous n'êtes pas du tout des poulpes chez Saint-Gobain. Voilà. Ça diffuse au-delà de l'entreprise puisqu'ils sont en libre accès. On vous enverra tous le lien vers les magnifiques unigrammes de Bertrand. Je suis désolée, on a d'autres questions, mais on essaiera d'y répondre et on les transmettra à Bertrand parce que c'est vraiment dommage, mais là on a pris trop de retard. Merci beaucoup Bertrand. Je vous en prie. Et puis on va passer à la séquence suivante. Laurent, que t'ont inspiré Bertrand et ses unigrammes? Parce que Laurent, vous ne l'avez peut-être pas vu, c'était pas possible techniquement. Il a dessiné et il va vous proposer un petit résumé en images des propos de Bertrand. Donc du coup, le voilà, tac, donc normalement c'est partagé. Donc bon, les couleurs sont pas parfaites, hein, j'ai un peu fait ça pendant que Bertrand parlait, mais grosso modo l'idée c'est le dessin avec les unigrammes comme trait d'union de personnes qui peuvent être à travers le monde entier, de cultures différentes, etc., d'équipes différentes.
et qui vont du coup partager des histoires communes. Donc là, j'ai représenté aussi le poulpe. Et donc, c'était vraiment cette idée du dessin qui unifie et qui aide à représenter les apologues, les histoires dont nous parlait Bertrand. Bien. Merci beaucoup, Laurent. Bon, mais à présent, écoutez, on va passer au bilan et à la célébration du Challenge Exoctober 2020 parce qu'on est aussi là pour ça. Et je crois qu'on va commencer par un petit rembobinage avec Alice. Et oui, Marie-Laure, donc avec l'aide de la planche réalisée par Laurent, nous allons vérifier si les objectifs qui étaient assignés à ce challenge ont bien été réalisés. Donc là, vous avez effectivement un équivalent de la roue un peu créatif fait par Laurent, voilà. Donc vous l'aurez compris en regardant en haut à droite de l'image, vous avez l'intention de ce challenge Exoctober 2020 qui était d'explorer l'excellence opérationnelle. Et dans cette édition, nous voulions vous montrer que le fond, l'excellence opérationnelle, s'associe réellement à la forme, la facilitation graphique. Et que d'associer les deux, ça va vous permettre de faire adhérer encore mieux vos équipes à ces sujets, de faciliter la compréhension de tous et puis le travail en équipe, la collaboration. Voilà, ça c'était vraiment les intentions qu'on avait pour Exoctober 2020. Alors pour y arriver, on s'était fixé 3 objectifs principaux. Approfondir ensemble les 31 concepts que vous avez découvert à travers les 31 mots finalement. Ils étaient regroupés en 5 thèmes. Ensuite, nous vous y avions proposé donc d'imager ces concepts jour par jour avec la facilitation et de les partager pour confronter nos points de vue, nos visions avec également le concours de 34 grands témoins professionnels qui ont participé à ce benchmark géant. Voilà, et puis également vous avez pu participer aux 34 gribouilles qui étaient proposées par Laurent. Vous avez soit recopié ces gribouilles, soit fait les vôtres. Voilà, tout ça, ça a été animé avec 3 webinars. Merci beaucoup à Florent Mourins, qui était notre témoin, qui représentait Cultural Beaurecoeur pour le dernier webinar. Et puis aujourd'hui, à Julien Laure et Bertrand Abosi pour les témoignages de ce midi. Voilà, alors c'est pas fini puisque vous avez également 3 cahiers d'exercices et 5 planches de dessin. Vous allez pouvoir continuer à vous entraîner pour réussir à animer pas à pas vos ateliers avec les conseils que Laurent vous a donnés tout à l'heure. Voilà. Eh bien, mission réalisée, je crois, Alice. Mais tu voulais nous partager quelques chiffres, je crois, mais pas que. Et oui, maintenant c'est l'heure de jouer aux chiffres et aux lettres. Vous vous souvenez de cette petite émission? Voilà, et bien maintenant nous allons jouer aux chiffres et aux lettres avec les 31 dessins. Ça a été un véritable succès. Nous avons eu 71 participants. Voilà. Donc c'est à l'heure où on parle, puisqu'il y en a certains d'entre vous qui continuent à publier sur les réseaux sociaux, on l'a vu. Voilà, je tiens à remercier particulièrement nos collègues du terrain d'avoir été très présents. Merci également à tous les participants hors SNCF qui ont dessiné et puis à ceux qui n'ont pas dessiné mais qui étaient présents pendant les webinars, qui nous ont suivis tous les jours sur LinkedIn. En tout cas, on a aujourd'hui 702 dessins, en tout cas au moment où on les a recensés ce matin. Ça en fait un paquet. Voilà, vous voyez qu'il y a de la motivation. Il y a eu beaucoup de motivation sur les premiers jours avec les 3 premiers mots. On va dire que c'est le démarrage, on part un peu tout feu tout flamme. Et puis ensuite, on a remarqué qu'il y avait des mots un peu moins illustrés. Et on s'est dit, mais c'est quoi le dénominateur commun finalement? Et là, on se rend compte que ce sont tous des mots en japonais. Alors peut-être le japonais ne vous plaît pas, ou alors peut-être c'est pas encore rentré dans la culture. Voilà, c'est un point peut-être à éclaircir ensemble. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Il y avait un questionnaire qui a circulé et il s'avère que le mot qui était peut-être le plus difficile dans cette édition, en tout cas sous l'aspect excellence opérationnelle et en facilitation graphique, c'est Ejunka. Donc on ne va pas revenir dessus aujourd'hui. Pour autant, on vous réserve quelques surprises dans les prochains jours puisqu'on va bien évidemment continuer à échanger avec vous sur ces mots-là et sur Ejunka. Merci Alice. Alors le podium des mots, c'est bien, mais celui des participants, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? On avait dit pas de podium. Non mais vous rigolez là? Non. Ouais, mais on aime bien ça quand même, les podiums.
Oui, on aime bien les podiums. Alors, sans désigner de vainqueur, hein, l'essentiel, c'est bien de participer, comme disait Pierre de Coubertin. Voilà, donc on a quand même décidé de souligner 3 catégories en fait de participants. Alors on a les récidivistes, hein, c'est ceux qui étaient présents en 2019 et qui ont été présents également cette année. Bravo à eux. Vous avez Anaëlle Lépine, Ambroise Le Porcher, Véronique Otavi et Pierre-Édouard Ouazani. Alors on voit qu'il y a pas mal de collaborateurs SNCF dans les récidivistes, à croire que c'est un trait de caractère dans cette entreprise, on va voir. Merci également aux accros. Alors, ce sont des femmes qui sont accros à la facilitation graphique. Merci Valérie Duépénel, Caroline Guyon, Chantal Le Guen et Nathalie Reynard. Alors, elles ont publié tous les jours, voire plusieurs fois par jour, il faut le savoir. Voilà, et je pense qu'elles sont hyper entraînées. Et puis, les membres du jury ont décidé de créer un petit podium spécial pour ceux qui avaient été particulièrement créatifs, ou en tout cas dont on a remarqué le trait de crayon. Voilà. Donc merci Arnaud Gallois, merci Arnaud pour l'araignée Line du Line. C'est pas banal. Elle s'est d'ailleurs incrustée sur l'écran. Merci. Il a déjà vu Alice d'ailleurs. Arnaud nous a déjà fait un petit message dans le fil. Super, merci Arnaud. Merci également à Marion Usieux. Marion, nous reconnaissons tes dessins parmi tous avec le petit écusson de l'abeille qui représente la ruche de nos collègues Optime Service. Merci Isabelle Lebrun pour votre dessin qui reste à chaque fois avec le standard et puis le cadre qu'on reconnaît bien. Et puis également Françoise Oran, sacré coup de crayon qu'on tenait à féliciter pour ce podium. Voilà. Alors, je souhaite quand même donner une petite dédicace particulière à Marion Usieux. Marion, elle coche toutes les cases. Elle est sur tous les podiums. On l'a pas remis son nom sur chacun, mais elle est sur tous les 3. Voilà. Merci Alice. Quel palmarès. C'est même mieux que le Festival de Cannes. Alors, bon, il n'est pas possible de se réunir pour fêter la fin d'Exoctober ensemble. On aurait bien aimé célébrer ça tous ensemble, mais du coup, à la place, ce qu'on vous propose, c'est de regarder vos dessins que l'on espère vraiment festifs. Voilà, c'était le petit challenge de ce matin, la surprise. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Laurent. Oui, donc l'idée c'était comment est-ce que vous représenteriez en une seule gribouille la plus ligne possible le challenge Exoctober 2020. Donc vous avez pu ce matin voir le message pour poster ça sur LinkedIn. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est toujours temps de le faire. Ou alors vous pouvez même le mettre dans le fil de conversation là sur Teams si vous avez la possibilité d'inclure une pièce jointe. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une petite minute pour aller voir vos créations. Et oui, pour la première fois ce matin, il n'y avait pas de planche proposée par Laurent. Il y avait une page blanche. Voilà, donc vous êtes déjà plusieurs à avoir mis vos gribouilles. Donc n'hésitez pas à aller rajouter la vôtre si ce n'est pas encore fait. Je vais recharger la page parce qu'il y en a peut-être même des nouvelles en plus entre-temps. N'hésitez pas, et Karine non plus qui dit qu'elle n'a pas osé poster parce que le dessin n'était pas suffisamment qualitatif. Ce n'est pas l'important. Je rappelle l'intention, c'est de participer, quel que soit son niveau de dessin. Super, merci. Je crois qu'il est déjà l'heure de passer au débrief. On a déjà pris quelques minutes de retard. Eh bien Alice, c'est à toi de jouer. Oui, je suis en train de vous mettre le lien dans le fil sur le côté. Je vous invite à cliquer dessus. On va prendre 2 minutes pour répondre à ces questions. Amélioration continue oblige, c'est un passage incontournable pour nous. Voilà. Le questionnaire, il est anonyme, sauf si vous souhaitez être recontacté. Pour cela, il y a un espace où on vous invite à laisser vos coordonnées. Voilà, alors on ne va pas débriefer en live de ce questionnaire. Vous l'avez vu, on a quelques minutes dans la vue. Donc, on rattrape le retard. Voilà. Et je vous remercie vraiment tous pour vos contributions. Merci de nous remplir ce questionnaire. Ça nous permettra également de préparer, pourquoi pas, on va voir l'édition de l'année prochaine. Mais
Je sais pas si on va vraiment attendre l'année prochaine, hein, Marie-Laure. Non, je crois pas en fait. Ce que je vous propose en fait, c'est qu'on va jouer au basket maintenant. J'espère que vous aimez le basket, parce qu'Alice, elle souhaite devenir entraîneur et elle aimerait bien monter une équipe. Ouais, tout à fait. Donc voilà, là, c'est l'heure de former l'équipe. Moi, j'ai encore envie de jouer avec vous, mais il va me falloir des coéquipiers. Quel collectif voulons-nous créer? Il y a eu Exoptober. Auparavant, Marie-Laure a organisé des matinales. Merci Arnaud Gallois qui nous dit j'en suis. Voilà. Et j'aimerais bien que vous nous laissiez quelques commentaires là dans le film. Quel futur voulons-nous créer ensemble? Qu'est-ce qu'on souhaiterait créer? Voilà. De quoi rêvons-nous? Est-ce que c'est un collectif apprenant, un réseau d'excellence opérationnelle? Est-ce que, voilà, là, c'est vraiment, d'après vous, qu'est-ce que vous aimeriez, voilà, qu'est-ce qu'on souhaite créer ensemble dans les prochains mois? Je vous laisse quelques secondes pour nous répondre. Un enrichissement collectif pour ce mois d'octobre, en tout cas. Merci. Ouais. Donc, je vous laisse nous répondre. Hein. Vous pourrez également, dans les communications qu'on va vous transmettre. Voilà. La deuxième question, c'était pourquoi faire? Quelle est la finalité qu'on aimerait avoir à se retrouver régulièrement finalement? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans Exoptober? Un réseau apprenant et d'inspiration, toujours plus d'inspiration autour de l'excellence opérationnelle, merci. Voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous n'avez pas trouvé que vous aimeriez? Donc du partage, ouais. Merci, faire passer facilement les messages à nos équipes, apprendre les uns des autres, partager, développer une culture excellence opérationnelle. Merci. Voilà. Et donc, la question, c'est la troisième question, c'est comment finalement souhaitez-vous agir? Comment souhaitons-nous réaliser tout cela? Et ça veut dire aussi à quoi êtes-vous prêt à contribuer et à vous investir? Alors, est-ce que ce sont via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est plutôt via des événements, qu'ils soient physiques ou à distance? Parce que vous avez vu, malgré ces confinements, on a réussi à faire des choses incroyables. Je crois même que le confinement nous a permis d'aller beaucoup plus loin, puisqu'on allait jusqu'en Inde. Hein. Merci Félix. On pense à toi. Alors, Félix n'est pas connecté. Hein. Il avait prévenu avec le décalage horaire. Partage d'une page LinkedIn dédiée. OK, pour ce réseau, très bien. Première participation à un webinar. OK, merci, c'est sympa. Pourquoi pas un webinar mensuel, Marie-Laure? Bien sûr. Alors, oui, le voyage en Inde, hein, je n'y suis pas allée. Hein. WhatsApp marche très bien et voilà. Malheureusement, je ne suis pas allée en Inde rencontrer Félix. Il reste 3 minutes juste pour information. Ouais. Voilà. Bon, voilà, je vous propose de continuer à poster vos messages dans les commentaires. On va récupérer tout ça et on vous fera un petit retour très rapidement. Sur l'animation de la communauté, aussi bien en interne qu'en externe. Je crois qu'on a récupéré notre timing pile à la minute près. Nous arrivons déjà au terme de ce webinaire. Alors, ce que je vous propose, après Pablo Picasso et Paul Klee, ça c'est pour ceux qui étaient aux 2 premiers webinaires, on a fait appel à Salvador Dali pour le mot et le dessin de la fin. Donc, Salvador Dali va vous donner des ailes en fait pour continuer et pour poursuivre. Donc, ne craignez pas la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Donc, lancez-vous, continuez de dessiner et de creuser les concepts de l'excellence opérationnelle. Il va être hélas l'heure déjà de rendre l'antenne. Tout d'abord, un immense merci à Julien Laure et Bertrand Abosi qui ont accepté, sans trop savoir où ils venaient, où ils mettaient les pieds, de témoigner dans notre webinaire. Spéciale dédicace évidemment de ma part pour Alice et Laurent, pour ces 2 mois et demi de folie. Voilà, je crois qu'on peut dire que c'était 2 mois et demi de folie. Merci.
Merci Marie-Laure, merci Laurent, merci à toutes et à tous pour votre participation. Voilà, vous avez été nombreux à vous suivre, des collaborateurs SNCF, des gens sur le terrain, des gens dans les services fonctionnels, des gens qui n'étaient pas de l'entreprise. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin. Je tiens à remercier particulièrement également notre directrice excellence opérationnelle Catherine Gadepin pour sa confiance, ainsi que nos collègues de la direction excellence opérationnelle Voyage SNCF. Et puis encore une fois, merci Laurent et Marie-Laure pour ce défi fou, comme tu dis Marie-Laure. C'est ça, ce défi fou. Merci Marie-Laure et Alice pour votre confiance et puis pour tous les bons moments qu'on a passés à préparer cet événement. Oui, ils ont été nombreux. Ils ont été nombreux. Alors, le mot de la fin, le vrai dernier mot de la fin, ce qu'on vous promet en fait, c'est qu'on se retrouve sur les réseaux et promis, un jour dans la vraie vie. Se promet ça. À très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Et vous avez le droit de remettre la caméra. Si ça plante, c'est pas grave. Vous pouvez remettre vos caméras. Ouais, ça fait plaisir de vous voir. On vous promet pas que ça ne fasse pas planter le système en entier, mais vous avez le droit de la mettre. C'est toujours un plaisir de vous voir maintenant, vos visages. Merci beaucoup. Merci Maude. Merci Frédéric. Ah, Bertrand. Bertrand est heureux. On fait un test en grandeur nature, en fait, de voir à combien de participants notre réseau explose. Bon, on n'est pas très nombreux, donc voilà. Merci, en tout cas. Merci à vous. Merci, Maude. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, Frédéric. À bientôt. À très bientôt. On a tenu le timing. Mais ça, c'est quand même super.